Bonjour, je suis Jocelyn Michon de La Présentation et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Je voulais vous parler encore une fois de Spotify puis de Apple. Donnez une note, s'il vous plaît. Ça va aider pour les référencements, puis va être mieux ranké aussi avec les podcasts qui sont dans la même catégorie. Et puis, pour un encouragement, puis pour supporter des podcasts agricoles, ben toujours le Patreon, patreon.com/podcast agricole au pluriel. 4$ par mois pour... ça va donner un petit coup de pouce là, pour se griller de nouveaux équipements, puis toujours dans le but d'améliorer notre son. Et puis aujourd'hui, je m'entretiens avec Jocelyn Michon, de la ferme Jocelyn Michon à La Présentation. Ce qui est le fun avec quelqu'un de La Présentation, c'est que si je lui dis que je viens de La Visitation, il me dira pas proche de Saint-Hyacinthe. Non, ça c'est La Présentation. Salut Jocelyn. Salut Christian. Ça, c'est souvent quelque chose qui arrive quand on dit qu'on vient de La Visitation. Ah ouais, pas loin de Saint-Hyacinthe. Non, ça c'est La Présentation. Moi, j'étais à La Visitation, proche de Nicolette. Ah, ok. Ah, je sais pas c'est où. Ben, c'est ça. Là, ça va bien, Jocelyn? Oui, assez bien, merci. Toi? Ben oui. Hey, un gros merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup pour l'invitation, quand même. Ben, ça fait très plaisir. Écoute, Jocelyn, dans les podcasts, moi, j'aime ça, faire découvrir du monde, faire découvrir des nouvelles productions, peu importe. Mm-hmm. Tu vas nous raconter... Parce que, Jocelyn, on te connaît depuis longtemps. On sait que tu es dans le semi-direct. Tu as fait beaucoup de conférences à ce niveau-là. Mais Jocelyn, là, comment il a commencé sa vie, puis qu'est-ce qu'il a fait avant de faire du semi-direct, ça, on ne le sait pas. Ah ouais. On va découvrir, Jocelyn, là, un autre homme l'homme derrière le conférencier, mettons, là. Ouais, on peut redire ça comme ça. Malgré que j'ai raconté mon histoire quand même assez régulièrement. J'ai eu, depuis 25 ans que je fais des présentations sur le semi-direct, j'ai eu l'occasion de raconter mes débuts. Mais je peux reprendre ça encore une fois, ça me fait extrêmement plaisir. Mais je vais peut-être commencer par ma jeunesse cette fois ici. Ben oui. Moi, je suis fils de producteur laitier. Mon père était un bon producteur laitier. Il était avancé en élevage Holstein. Il était aussi directeur de la chorale de la paroisse de La Présentation. Il a été directeur pendant 45 ans. Ma mère aussi chantait. On est d'une famille qui aime beaucoup la musique. D'ailleurs, ma sœur, la plus âgée, a fait son conservatoire de musique en piano. J'ai un frère aussi qui est plus âgé que moi qui a fait ses études, est devenu avocat. Puis j'ai un frère plus jeune qui a quitté l'école assez tôt pour s'en venir aider mon père sur la ferme. Moi, j'étais pas destiné à l'agriculture à aller jusqu'à près 2 ans, 1 an et demi de cégep. J'ai fait mon cours classique au séminaire à Saint-Hyacinthe. Mais pas le cours de 8 ans, là, mais le cours de 5 ans. J'ai fait du latin, mais pas de grec. Je n'ai pas étudié le grec, mais j'ai fait du latin. Attends, c'est quoi ça, là? C'est quoi cette école-là, là? Le séminaire de Saint-Hyacinthe? Ouais. Ben, c'est juste avant le grand séminaire, là, dans le temps qu'il faisait des prêtres. Là. Maintenant, c'est autre chose, là, mais le séminaire, c'est le collège Antoine Giroir. Tu dois déjà avoir entendu parler de ça. Non, jamais. Ben, c'est le cours classique qui se donnait dans la région. Là, on allait au séminaire de Saint-Hyacinthe. OK, c'est comme une école secondaire. C'était une école privée, mais qui est devenue publique à peu près au moment où le cours de 8 ans est devenu un cours de 5 ans. OK. Ça, c'est moi, je finissais au séminaire en 72, donc je me suis inscrit au cégep en sciences de la santé.
J'avais pas vraiment un but, mais j'étais bon en biologie. En fait, j'étais bon quand les profs étaient bons. Quand c'était intéressant dans les cours, j'avais des bons résultats. Mais les professeurs qui étaient un peu ennuyants, comme j'ai eu quelques profs là, en physique et en chimie qui étaient plutôt endormants, ben moi, je dormais aussi sur mes notes. Fait que, bon. Puis après, là, j'ai rencontré ma femme au cégep, je suis tombé amoureux. Et puis, elle étudiait en administration, elle était même acceptée au HEC, aux études commerciales. Et puis, on a commencé à parler d'avenir. Puis, je commençais à être fatigué un peu des études. Puis là, j'ai eu, à Noël 1973, j'étais pas un agriculteur, mais au jour de l'an 1974, j'étais un agriculteur. Ça s'est fait entre Noël et le jour de l'an. Ah ouais. Là, j'ai annoncé à mon père que les études, pour moi, c'était terminé. Les études pour aller... Bon, en fait, j'ambitionnais d'aller en médecine vétérinaire ou en éducation physique parce que je suis un bon sportif et puis j'aimais beaucoup les sports et puis j'étais assez performant quand même au niveau régional. J'ai fait de l'athlétisme et puis ça fonctionnait bien de ce côté-là. Mais à un moment donné, ben, je sais pas qu'est-ce qui a allumé pour l'agriculture. On avait une ferme qui allait bien, mais je n'avais jamais pensé que je ferais carrière là-dedans. Puis ma femme, celle qui est devenue ma femme, elle appuyait ça, cette démarche-là. Et puis, j'ai dit à mon père, fini les études, je m'en viens sur la ferme. Hey, là, lui, il ne voulait rien savoir de ça. Hein. Il voulait que je continue mes études. C'est très important pour lui que ses enfants, pour ma mère aussi, que ses enfants complètent leurs études. Mais quand il s'est aperçu que j'étais très déterminé, là, il m'a appuyé à 100%. Puis, je n'ai pas demandé beaucoup comme rémunération pour travailler la première année, mais on a commencé à chercher des fermes parce que sur la ferme de mon père, il y avait déjà mon frère, puis c'était pas quand même une très grande ferme. Il y avait un troupeau de 40-45 vaches, c'était déjà 2. Puis, il n'y avait pas vraiment la possibilité d'avoir un 3e employé avec un bon salaire. C'est que j'ai regardé pour m'acheter une ferme ou agrandir celle-là. Finalement, on a acheté une ferme à Saint-Denis-sur-Richelieu. OK. Que j'ai cultivé là-bas 4 fois à partir de 1975. Puis pendant cette période-là, ici, à la ferme avec mon père et mon frère, il y a eu agrandissement. Le troupeau, agrandissement de bâtiments, puis un plus grand nombre de vaches aussi. Puis là, je partais de Saint-Denis pour venir travailler à la présentation avec mon père et mon frère. OK. Puis en même temps, la ferme où je suis actuellement est devenue disponible pour la vente, mais il restait encore 3 années de location. C'est que on a évalué la situation et puis on a décidé de vendre Saint-Denis après 4 ans. Et puis de venir s'installer à la présentation pour former Ferme Mibelson Incorporée en production laitière, élevage Holstein pur sang et puis un peu de grande culture à ce moment-là. Là, on est rendu à quelles années, là? À peu près 79, 80? Ça, c'était en 78 qu'on a formé la compagnie Ferme Mibelson Incorporée avec mon père, mon frère et moi. OK. Bon, c'est à partir de ce moment-là, je suis devenu producteur laitier et je m'occupais un peu de génétique, de l'alimentation, puis la gestion des champs. Mon frère était 3 ans plus jeune que moi, puis il participait à tout, là, mais disons que c'est peut-être plus moi qui dominais de ce côté-là. C'était le meneur de ce côté-là. Mais pendant ces 10 années-là, j'ai développé un problème avec les poussières à l'étable. C'est devenu même très compliqué. Et puis, je m'étais rendu compte qu'être 3 à prendre des décisions sur un troupeau d'une 50aine de vaches, on n'avait pas toujours les mêmes intentions, les mêmes goûts, les mêmes façons de voir. La même vision, ouais. C'est ça. Puis, avant de se chicaner, on a décidé de séparer. D'ailleurs, moi, je ne pouvais plus travailler à l'étable. C'était devenu trop problématique pour moi d'être à tous les jours dans la poussière. Il aurait fallu que je travaille avec un masque, puis j'ai refusé ça. Ça fait qu'on a séparé dans la bonne entente et puis ça a pris quand même 4 ans avant d'officialiser tout ça. Puis en 1992, on a formé Ferme Jocelyn Michon Incorporée avec mon épouse.
Mon fils, Jean-Nicolas, s'est joint à l'entreprise quelques années plus tard, mais il est devenu employé de la ferme seulement depuis 3 ans, qui est à temps plein avec moi. OK. Fait que c'est un peu l'histoire là, du fonctionnement. Puis quand j'ai commencé en 92, oui, j'avais 83 hectares de terre quand on a séparé l'entreprise. C'était pas quand même pas beaucoup. Mais j'ai eu la chance de pouvoir louer et puis même d'acheter une coupe de terre pas trop loin d'ici. Et puis pour monter ça assez rapidement à 236 hectares. Ce qui est quand même une grandeur raisonnable pour un gars qui est tout seul. 600 acres, là, quand même. Oui. C'est une bonne grandeur pour un gars. Moi, je travaillais seul là, à ce moment-là. Là. Je faisais toutes les opérations tout seul. Ben, c'est un peu comme moi. Moi, j'étais à 189,6 hectares chez nous. Puis là, je suis pas mal tout seul. Là. J'ai pas d'employé. Non. Fait que, puis là, plus la cabane à sucre aussi, là, qui se rajoute là-dedans. Là. Fait que... J'ai pas de cabane à sucre, moi, pour m'occuper de printemps. J'ai même jamais percé un trou dans une érable. Même si mon père avait une érablière, là, que lui-même n'exploitait pas, on n'a jamais été au bois pour entailler puis récolter la sève. Jamais. OK. Je connais pas ça. Hey, si on revient dans le temps que tu étais producteur de lait. Oui. T'as eu un autre métier aussi un peu au travers de ça, là. Je pense que t'as déjà été juge d'animaux à l'exposition. C'est pas un métier, là. C'est plus un hobby. Mais c'est un hobby qu'il faut que tu gagnes ton poste. Hein? Il a fallu que je passe par les examens de l'École des juges de Austin. C'est comme un cercle un peu fermé, tout ça. À l'époque, il y en avait seulement qu'une 50aine de juges. Et puis, c'était pratiquement un titre honorifique là, de dire que je suis juge de la Austin. Puis il y a des gars qui prenaient de l'âge, puis ils n'étaient jamais demandés, mais ils voulaient garder quand même leur titre de juge. C'est comme le président des États-Unis, il reste président jusqu'à la fin de ses jours. Mais là, il y avait, je ne dirais pas qu'il y avait de la grogne, là, mais il y a eu des demandes pour qu'il y ait du nouveau sang là-dedans. Et puis, j'ai appliqué aux premiers examens de l'École des juges. Il y avait une douzaine de participants, puis on était 2 à avoir été acceptés. J'ai été accepté en même temps que Marc Comtois de Ferme Comstar. Oui, Ferme Comstar, oui. Ouais, lui et moi, on a été les 2 premiers à être acceptés comme juges. À partir de ce moment-là, j'ai été demandé passablement pour juger des expositions, principalement de jeunes ruraux. À un moment donné, ça a été des petites expositions locales avec des vaches, là. Puis, ça s'est assez bien passé pour moi. J'ai eu assez rapidement pas mal de demandes. Les commentaires ont été bons. J'ai fait des bonnes journées d'exposition, de jugement. J'en ai eu quelques-unes moins bonnes. C'est difficile des fois. Des fois, c'est difficile de trouver une première dans une classe. Là. Puis, j'ai déjà eu un jugement, une journée complète, qu'il n'y avait pas de première dans la classe, excepté la classe de 2 ans junior. Fait que ça, c'est un peu plus difficile. Fait qu'on reste à la fin de la journée un petit peu déçu de ça. Mais dans l'ensemble, là, il y en a 2 en particulier, à Earscliffe et puis Saint-Boniface. Oui, Saint-Boniface. Je pense que c'est ça. Que ça a vraiment bien été, puis que là, j'ai été encensé de bons commentaires. Fait que c'est bon pour les gars dans ce temps-là. Mais je peux vous dire que c'est juger, si vous n'avez jamais fait ça, là, c'est très demandant. C'est très demandant. Il ne faut pas se tromper parce qu'on va se le faire dire dans l'étape après le jugement. Parce que quand tu t'en vas pour juger un animal, moi, j'ai jamais fait ça. Là, puis j'ai même jamais suivi ça parce que moi, de un, on a déjà eu des vaches. J'aimais pas ça. Puis quand on allait dans les expos, j'allais pas voir les animaux. Non, OK, t'aimais vraiment pas ça, toi? Non, pas en tout. C'était vraiment pas pour moi. Mais quand que tu juges un animal, t'as une liste, j'imagine, de trucs à regarder. Puis tu mets une note là-dessus, puis après ça, tu arrives à la deuxième, tu repognes ta feuille, tout. Après ça, tu compares. Oh, t'attends un peu, là. Il me semble qu'il y en a une qui c'était mieux que l'autre, ou... en fait, on regarde l'ensemble. Le caractère laitier est très important, le système mammaire, puis les membres. OK. Puis la féminité, si tu veux. Il ne faut pas que ça soit une vache qui ait l'air d'un peu. Fait que, on essaie de trouver celle qui nous plaît le plus au premier coup d'œil. Et puis ensuite, moi, ma façon de procéder, c'est que je trouvais, mettons que la plus belle était je partais de la 5e parce qu'on commence à juger la première qui rentre. Mettons que c'était la 5e qui m'apparaissait au premier coup d'œil la plus jolie. Bien, quand j'en trouvais une qui s'approchait d'elle, je comparais. Et puis je faisais dans ma tête, j'essayais d'enregistrer
dans l'ordre que je les avais trouvés au fur et à mesure que je les voyais. Ça, faut pas les oublier. Ça demande un gros effort de mémoire, de concentration pour faire ça. À la fin de journée là, de jugement, je peux dire que les oreilles oscillent un petit peu. Là. La pression est forte. Ben, c'est dommage. Je me souviens, non, tantôt j'ai dit c'est Boniface, mais c'est Saint-Barnabé-Nord. Je me souviens qu'il y avait une très grosse vache de Louis Desaulniers. Elle était énorme, sa vache, mais elle n'avait pas le bon tempérament laitier cette journée-là. Et puis là, je savais qu'elle avait très bien scoré dans les années précédentes, puis j'avais un doute, et puis j'osais plus, là, j'étais pris entre deux décisions, là. Puis même dans l'indécision. J'ai regardé le mur là, de l'aréna, puis ça s'est embrouillé un petit peu. J'ai pas paniqué, mais là, j'ai dit, hey, là, arrête de niaiser, fais un homme de toi, puis fais ce que tu as envie de faire. J'ai fait ce que j'ai eu envie de faire, et puis quand je passais à côté de Laurent Lambert, c'est un autre bon éleveur de Louisville, il dit, c'est beau, Jocelyn, tu vas faire un bon juge. Fait que là, ça soulageait un petit peu le stress que je venais d'avoir. Là. Ouais. Mais c'était agréable de faire ça. C'était agréable, mais demandant. Puis, tu as été combien d'années juge d'animaux? Officiellement, 5 années. C'est ça. J'ai commencé en 83, puis j'ai arrêté en 88. OK. Ouais. Et là, je commençais à faire des grosses expositions. J'aurais même pu, à cette époque-là, il y en a qui allaient dans d'autres pays pour juger. Ils étaient envoyés par le Canada pour aller juger au Mexique, en Europe aussi. J'étais rendu à peut-être penser à en faire quelques-uns de ça. Tabarouette. Ben là, c'est sûr que vous étiez 3 sur la ferme laitière, fait qu'il y en a un qui avait le temps de voyager un peu. Là, si tu avais eu envie de le faire, tu l'aurais fait, là, mais... Ben, pour ça, on le prenait le temps. Les expositions, on le prenait le temps. Parce que mon père a toujours exposé. Son père exposait des chevaux là, dans les années 30. Fait que mon père essayait d'acheter sa première Holstein en 1947. Une génisse qui a payé 500 $ en 1947 au grand désarroi de son père qui trouvait que mon père était fou. Fait que finalement, cette vache-là a été exceptionnelle. Puis ça a mis le troupeau sur la map. Ça, cette vache-là, cette génisse-là a donné 4 vaches qui ont été très performantes dans le troupeau. OK. Fait que puis il a toujours exposé. On a exposé le bétail, c'était plus important dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça n'a plus d'importance, c'est juste un concours de beauté. Dans ce temps-là, c'était une façon d'avancer ta génétique, puis même pour la vente de taureaux, puis la vente de taureaux, aujourd'hui, c'est fait par des ordinateurs. Ça fait que c'est bien différent de ce que c'était. Ça n'a plus le même rôle. OK. Non, ça, je connais pas ça pantoute, l'exposition d'animaux. Tu sais, je me suis tout le temps demandé, pourquoi tu pars de chez vous amener les animaux pour les montrer? Je voyais pas vraiment l'intérêt, mais tu sais, quand t'aimes pas ça, tu suis pas ça. Il y en a qui vont dans des tirs de tracteurs, il y en a d'autres qui vont dans des expositions d'auto, puis il y a des gars, c'est des expositions de vaches, de chiens. Le tir de tracteur, ça, c'est plus... on fait du PR, tu sais, OK, on s'assied, puis on impressionne moins. Arrive pas avec un Fent, il y a de quoi de plus plate d'avoir tiré qu'un Fent? Je sais que t'as des Fents! J'ai pas dit qu'il était pas bon! Il n'y a pas de show! Ça se peut. Je sais pas, je fais pas tirer les miens. OK. Moi non plus. Je les ai pas achetés pour ça. Bon, bien là, ensuite, tu as quitté le jeu d'animaux parce que là, tu quittais la ferme laitière. Là. Ouais, puis pendant ça là aussi, j'avais été secrétaire du Club Holstein à Saint-Hyacinthe. OK. Pendant 10 ans. Et puis, j'ai abandonné ça aussi en même temps. Et par la suite, je suis devenu administrateur à la coop. Ça aussi, c'était quand même intéressant. Chez Comax? Chez Comax, oui. Mais dans le temps, c'est la coop de Sainte-Rosalie. C'est devenu Comax un petit peu plus tard. OK. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait en travers de ça? Bon, il me semble que j'avais une autre chose que j'ai faite, que je voulais parler de ce que j'ai fait. J'ai été aussi président d'Action Semi-Direct. Là. Puis quand j'ai commencé... Ouais, j'ai été producteur de semences. C'est ça que je voulais dire, producteur de semences de soya et puis de blé. Et puis ça a été un beau challenge, ça aussi, se lancer là-dedans, la production de parcelles select. OK, tu es en production de semences select, là, comme Paul Caplet. Oui, je suis encore producteur select aussi. Ouais. Ah oui, OK. Ah oui. Ouais.
Là, c'est mon fils qui va prendre la relève là, de ça. Moi, je suis en train de me retirer un petit peu. Écoute, c'est ma 49e année cette année en agriculture. Ouais, 49 ans. 49 printemps. 49 printemps. Et puis, je pense en laisser un peu plus, surtout que mon fils montre beaucoup d'intérêt. Et puis, c'est lui qui va devoir prendre les guides très bientôt. Moi, je me suis dit que quand j'aurai complété ma 50e année, il va falloir que ce soit lui qui soit alerte dans tout. Oui. Pour prévoir. Il ne faudra pas que ce soit papa qui soit en avant pour penser à tout. Ça va être le fils qui va devoir le faire. Ouais, c'est ça. Il va falloir que tu lui laisses les cordeaux un peu plus, là, comme on dit. Ouais, mais en même temps, je me fais dire souvent que je vais avoir de la difficulté à le faire, à réaliser ça. Parce que souvent, ça, je l'ai remarqué souvent, le problème souvent dans la relève, c'est quand le père n'est pas capable de partir. Fait qu'à un moment donné, le jeune, là, à un moment donné, il voudrait bien, mais le père est tout le temps là, il a peur de faire une gaffe. Des fois, c'est. Puis en même temps, mon fils a 40 ans, 44, je pense. Et puis, ça fait 3 ans qu'il est avec moi. Là. OK, il a le même âge que moi. Ouais. Il a le même âge que il n'a pas été à l'ITA en même temps que moi, certain. Non, il n'a pas été à l'ITA. OK, c'est beau. Non, il a été à l'école professionnelle. Il a fait un cours en production végétale. Puis, il y a même qu'à son examen d'ajustement de charrue, il a eu 100%. Il était fier de m'appeler pour me dire qu'il avait eu 100% dans l'ajustement, dans le concours, dans l'examen de charrue. Tu étais fier, moi aussi, à ce moment-là. Ben oui. Surtout qu'il n'avait jamais labouré de sa vie. C'est ça. Et puis moi, ça fait proche ça, 40 ans que je n'ai pas labouré. Ça fait que ça, je m'en ennuie pas. Là. Je tiens à te le dire tout de suite. Donc, on en arrive là, justement. Oui. Comment tu es arrivé à te lancer dans le semi-direct? Parce que là, si on dit que si tu me dis que ça fait 40 ans que tu n'as pas labouré, on s'entend que là, 40 ans, l'idée de ne pas labourer en finissant l'automne, c'était carrément des fous, là. Tu sais, ça se faisait pas, là, à ce moment-là. Là. Oui, mais ça ne m'a jamais dérangé de passer. Non, je sais bien, parce que si tu y croyais, il n'y a pas de problème, là, c'est pas ça. Ouais. Mais tu sais, puis en plus, on s'entend que là, 40 ans, il y avait peut-être pas tant d'équipements adaptés comme qu'on l'a aujourd'hui aussi. Non. Donc, moi, j'ai commencé à Saint-Denis, quand j'étais là-bas, donc en 75, 76, j'ai acheté un Chisel en 1976. Puis, parce que moi, je détestais labourer. En fait, c'est pas le travail que ça fait, c'est de tourner en rond dans le même chantier, tourner, puis j'avais la mauvaise habitude de forcer avec le tracteur. Tu sais, on a toujours tendance à mettre une charrue un petit peu trop grosse pour le tracteur. Puis je forçais avec le tracteur, je finissais ma journée avec des dents serrées, j'avais mal aux gencives. Mal à la mâchoire. Ouais, j'étais plus fatigué que le tracteur, ça n'avait pas de sens. Ça fait que j'étais conscient que je voyais dans les revues de machinerie qu'il y avait d'autres équipements que la charrue, puis j'ai acheté mon Chisel, puis j'ai pas eu succès important. J'étais allé planter ça dans une vieille prairie avec mon tracteur pas de pesée. C'est ce m'a dit que je suis resté sur place la première fois. Là. Ouais, définition d'un Chisel, souvent, c'est ça pique creux ou ce que c'est pas nécessaire, puis ça pique pas où ce qu'il faudrait que ça aille creux. Ouais, puis j'avais trop de dents aussi pour le tracteur que j'avais. Ouais, c'est assez. J'ai commencé là-bas, puis on s'est adapté. Là, je me suis rendu compte que dans les prairies, c'était pas idéal, mais sur un retour de céréales, ça allait bien. Ça fait que j'ai commencé là-bas. Et puis ensuite, j'ai modifié ça en ajoutant une paire de herses à disque. Là, on a changé de tracteur, mais un tracteur un petit peu plus fort. Fait que j'ai mis les herses à disque avec le Chisel. Dans quel sens que j'avais? Si tu as le Chisel en avant, puis j'ai accroché les herses à disque derrière. Ça doit être ça, oui. Puis, j'aimais le travail que ça faisait. Au lieu de travailler quelques pieds de large, on en faisait une douzaine de pieds, 10 ou 12 pieds. Je pense que c'était 12 pieds dans le temps qu'on faisait. C'était beaucoup plus rapide, plus relax. Là. Les résultats étaient quand même bons aussi. Là. Ça faisait très bien de ne pas travailler autant le sol. Ben, je me souviens, le gros déclencheur du semi-direct, là, j'ai encore dans ma tête la photo que j'ai vue dans une revue Case Inter, là, en plein milieu, la page centrale, une photo qui prenait les deux pages. C'était un champ de maïs, on voyait les résidus.
de maïs. Et puis, il y avait un tracteur avec un semoir à semi-direct là-dedans. OK. Puis, je me souviens, je me vois encore devant, là, aujourd'hui. Là, ça a imprimé pas mal fort dans mon cerveau. Là. Je me suis dit, wow, c'est ce que je veux faire un jour. Là, on est dans les années 70. Là, je ne sais pas l'année exacte, là, mais je vois la revue. Fait que, tranquillement, on s'est dirigé vers ça, mais c'est pas toujours facile quand tu n'as pas l'expertise puis tu n'es pas capable d'aller en chercher de l'expertise. Mais je lisais des choses ici et là. Puis, à un moment donné, l'opportunité s'est présentée. Fait que là, j'étais à Saint-Denis, je suis revenu à la présentation. J'ai encore mon Chazelle, mes à disque avec le Chazelle. Et puis, mon père était bien ouvert à ça. OK. La réduction du travail de sol. Puis on s'est rendu compte aussi dans la même période qu'on avait commencé la production de sorgho pour une production de plante fourragère pour soigner les animaux en fourrage. Puis on s'est rendu compte qu'après le sorgho, le maïs était toujours beau. Le sol était friable. Puis au printemps, on faisait juste passer un petit coup de vibro là-dessus, puis on se met là-dedans. Puis on avait des super beaux rendements. Fait que petit pas en petit pas, on en est venu à travailler de moins en moins. Puis quand je suis tombé à mon compte en 92, ça a donné qu'à l'automne 92, mon tracteur que j'avais acheté dans la division de l'entreprise là, avec mes belles-sons, il était dû pour un quadruple pontage. Il avait besoin de grands soins. Puis, ça a donné, jusqu'à 93, mais c'est peut-être 94. Ça a donné que c'était au moment où la coop perdait l'agence des tracteurs Fiat. Puis, il y en avait un disponible, un 180 forces à 4 roues motrices, là, qui était disponible à un prix très raisonnable. J'avais failli acheter ce tracteur-là, même que le contrat était fait, puis j'avais le crayon dans les mains. Mais là, je pensais encore à mon semi-direct. Je me disais, est-ce que ça va me bloquer pour le futur? De m'en aller en semi-direct, pouvoir financièrement m'acheter un. Parce que là, je commençais avec pas grand-chose. Là, pour me acheter de la terre, il y avait les paiements qui venaient avec ça. Là, puis les 1er mai et les 1er novembre, là, on les trouvait un petit peu fatigants, un peu stressants là, à ce moment-là. Fait que j'ai dit au vendeur, c'était Jean-Paul Côté dans le temps, je lui ai dit hey, attends ça, oublie ça, je vais dormir là-dessus. Puis en fait, j'ai pas dormi. J'ai réfléchi à ça toute la nuit, puis je me suis relevé un moment donné, j'ai eu un flash, puis je me dit hey, non, c'est pas ça que je vais faire. Je rappelle Jean-Paul, et puis je lui ai dit de revenir avec un contrat pour un semoir à semi-direct Great Plains. OK. Ça a été une de mes plus belles décisions que j'ai faites, plus grandes décisions que j'ai faites dans ma vie. Là. Au lieu de prendre un gros tracteur, j'ai acheté un semoir à semi-direct. Fait que là, ton tracteur, tu l'as fait opérer pour son 4 Je l'ai fait réparer. OK. Oui, c'est ça. Je l'ai fait réparer. Puis ça a coûté 9 000 $. C'était quand même gros, 9 000 là, il y a 30 ans. Fait que. Calvaire, oui, c'est pas donné. Hein? Oui, c'était pas mal. Surtout quand t'as pas vraiment gros d'argent dans tes poches, là, c'était fatigant. Ouais, ça vient pas d'un plan de financement. Ça, Pardon? La job du garage, souvent, elle vient pas qu'un plan de financement. Non, mais j'ai quand même j'ai jamais eu trop de problème à avoir du financement. Moi-même, à mes débuts, quand je suis allé avec mon père ça s'appelait, c'était avant la financière, là, je ne sais pas quel nom ça portait. C'était la Société de financement? Société de financement du Québec, là, c'était la le frère Société de Paul de financement Sauvé, agricole, Marcel Sauvé, qui était là, qui m'avait même donné 100% m'avait avancé 100% du coût d'achat de la ferme à Saint-Denis, puis m'avait même payé le contrat de notaire. Puis il avait dit que c'est un jeune qui a beaucoup de potentiel. On va l'aider. Ça a toujours continué comme ça, mais il reste que dans les années 93-95 qu'on a acheté, puis qu'on a acheté de la machinerie, des terres, tout ça, il fallait savoir compter. Et puis, la semi-direct m'a aidé en même temps à économiser beaucoup. Là. Les frais de carburant, puis les frais de machinerie, c'était beaucoup, beaucoup plus petit. Est-ce que j'aurais pu me sortir? Je n'étais pas dans une mauvaise situation, là, mais disons que c'est une situation où il fallait faire attention. Est-ce que ça aurait pu fonctionner en conventionnel? Probablement, mais il reste que le semi-direct m'a permis vraiment de démarrer plus sereinement.
que si j'avais été en conventionnel. Quel type de Fait que c'est vraiment la photo que j'ai vue quelque part au début des années 70, la page centrale. Là, OK. C'était pas le Playboy, là, c'était vraiment le catalogue, le catalogue Case Inter. Quel type de sol que tu as chez toi? On est dans le triangle des types de sol, là, on est pas mal dans le milieu. C'est ça s'appelle limon argileux. Donc, c'est un bon loam. Avec, en fait, c'est du loam Kwiatkowski et du loam argileux Saint-Urbain. OK. C'est ça que j'ai en majorité. Le Kwiatkowski, c'est vraiment un beau sol brun. Là. Le Kwiatkowski est plus gris, donc probablement plus d'argile. Le Kwiatkowski a 45 de sable environ, 25 à 30 d'argile, puis 25 à 30 de limon. C'est un sol qui est capable de prendre assez bien les extrêmes, là. Déjà par sa nature. Trop d'eau, manque d'eau, ça va. Donc, c'est plus facile qu'une grosse argile. Dans la Saint-Urbain, j'ai les 3 types de Saint-Urbain. J'ai le loam argileux, j'ai le loam Saint-Urbain, puis j'ai l'argile Saint-Urbain. L'argile Saint-Urbain, ça, c'est proche d'un cours d'eau, là, c'est assez costaud. OK. C'est assez costaud. Peut-être pas autant que la Providence. Là. Ceux qui ont de la Providence, ils se plaignent qu'il n'y a rien qui bat ça, là, mais la Saint-Urbain, l'argile Saint-Urbain UB5, c'est assez dur aussi. Puis quand j'ai acheté une terre dans Saint-Hyacinthe, là, cette terre-là est en maïs continu depuis au moins 25 ans, me labourer très profondément. Et puis, même sur la première année, là, même sur le 3e coup de vibro, là, je me faisais brasser le cul pas mal du siège tracteur. Là. C'était de la grosse mode dure. Là. OK. Ça y a pris du temps, cette terre-là, à se replacer. Beaucoup de temps. Oui. 20 ans. Oh, oui. Oui, comme moi, nous autres, on a pas mal d'argile Sainte-Rosalie. Oui. Puis, déjà arrivé qu'il y avait une terre qui a été nivelée quand c'était pas le temps. Mm-hmm. Puis là, cette année, si je me fie au grain de cœur, parce qu'on a le même grain de cœur depuis longtemps, là, j'ai quasiment eu les mêmes rendements qu'en 99. Si je me fie au grain de cœur, le volume de grain et tout, là, ça a une mémoire longue en tabarouette, une terre. Oh oui, oui. Puis plus c'est argileux, plus il y en a. Oui, c'est ça. Moi, je suis dans l'argile Sainte-Rosalie, là. Ouais. Je sais quoi, là. Ouais, dans les terres que je loue, un peu plus loin dans Grand Rang, là, pas loin des Saint-Pions, là, ceux qui savent où est-ce que ça se trouve, là, je loue une terre en avant de ça, vers la Transcanadienne. Là, puis là, on a un beau loam proche des cours d'eau. Il y a 3 cours d'eau naturels. C'est assez bien. C'est du 13 tonnes à l'hectare. Mais on monte de 7-8 pieds là, sur 2 arpents plus loin. Là, puis là, on est dans le sable contour. Là. Comme je dis souvent, on serait mieux de le contourner. Justement, il porte ce nom-là parce qu'on devrait le contourner. Quand j'ai commencé à cultiver cette terre-là dans les zones de contour 1, contour 2, ben, mon capteur de rendement, il descendait à proche 0. Hey boy! Oui, proche 0. Puis 100 pieds plus loin, tu es à 12-13 tonnes. OK. C'est comme ça. Puis juste un petit dénivelé pour reprendre le rendement. Aujourd'hui, c'est mieux. Cette année, c'était une année quand même assez sèche. Là. Puis dans ces zones-là, ça fait 7 tonnes maintenant. C'est un gros gain. Oui. Un gros gain. Passer de 0 à 7 tonnes. Et puis, il y avait pas loin de 15 tonnes dans le plus beau du lot. OK. Fait que, il y a ça. Fait que ça fait une moyenne. Cette année, cette terre-là, elle a fait une moyenne de 11 tonnes. Là. C'était probablement sa meilleure moyenne à vie. Je n'ai pas vérifié, mais d'après moi, de mémoire, là, je dirais que 11 tonnes, ça, je n'avais jamais atteint ça. Puis là, bon, tu avais commencé avec ton semoir Great Plains, à faire du céréal et du soya, j'imagine, en semi-direct. Est-ce que ton maïs, il était en semi-direct ou tu donnais encore un coup d'air avant ou... C'était... bon, après la charrue, on a remplacé ça par des offsets. OK. Des RS10 lourdes. Fait qu'avant maïs, j'imagine qu'il devait y avoir eu un travail de sol fait après le blé pour incorporer le fumier. Moi, je dirais que c'est ça, là, sans me tromper. Sans avoir peur de me tromper. Et puis, le maïs, ben, il devait y avoir un petit coup de vibro au printemps qui était fait. On n'a pas commencé le semi-direct immédiatement parce que le semoir, j'étais à ce moment-là en copropriété avec un de mes voisins. OK. Puis, il fallait s'entendre sur l'ajout d'équipement. Puis lui, tu n'as pas tout à fait prêt en 93 à 94 à commencer le semi-direct. Ça a pris 2 ans
avant qu'on décide d'équiper notre semoir Dirt. Acheter un semoir Dirt ou on avait déjà? Il faudrait que je vérifie. Là. Un planteur Dirt, là, à l'air. Un planteur Dirt Salis, ouais, avec la Quadra, quelque chose, une unité à 4 disques. Deux qui ouvrent, puis 2 qui ferment. OK. Il y avait un excellent contrôle de profondeur, mais l'unité de semis, ça valait pas de la merde. C'était un petit pad de plastique qui faisait la séparation de la semence, là, puis à un moment donné, le maïs faisait son chemin, puis là, il en passait 2. C'est vraiment compliqué. Là. On l'a mis de côté, mais ça avait été considéré, ce semoir-là, comme une des grandes innovations pour le semi-direct parce que ça permettait de mettre la semence à bonne profondeur. Ça, c'est vrai. C'était vraiment régulier. La levée était impeccable. Okay. Sauf que le système de distribution de semences était... Je pourrais dire qu'il était à chier. Je n'ai pas peur de le dire. Ah non, regarde. Ça ne sera pas coupé au montage, inquiète-toi pas. Non. Je l'ai déjà dit. Quand j'ai des visiteurs ici, je le dis. Et puis, c'est ça. Là, on a commencé en 96. Et puis, en 97, la deuxième année, on avait un printemps difficile. Et puis, dans un champ en particulier, il y a une section là que... La levée n'était pas belle, la fermeture des rangs n'avait pas été à mon goût. Puis ça me dérangeait pas mal. Ça me décevait beaucoup. Fait que je me suis dit à ce moment-là, si c'est pas bon partout, c'est pas bon nulle part. Ça fait qu'on a fait un petit pas de recul. Et puis, j'ai racheté des herses à disque pour brasser un peu mon chaume de blé avant de semer de maïs. Ensuite, j'ai voulu alléger ça en prenant mon vibroculteur. Je faisais sur le chaume au printemps. Je ne travaillais pas à l'automne, mais au printemps, je faisais 2 coups en diagonale. C'est-à-dire un coup en diagonale, puis un coup sur le long avec mon vibro. Et puis, on semait là-dedans. Ça allait quand même bien. Jusqu'à temps que pas mon associé, mais mon copropriétaire de semoir soit d'accord à ce qu'on achète des équipements pour le semi-direct, un disque en engrais pour le semi-direct. Et puis, on a commencé en 99, je pense, le semi-direct de maïs. Donc, j'ai fait 2 ans. J'ai commencé en 96, 97. On a pris un petit break, puis là, on a recommencé en 99. Puis depuis ce temps-là, c'est presque du semi-direct parce que on a dans notre association Action Semi-Direct, oui. Notre association de semi-direct, il y a encore les frères Lamoureux de Napierville, de Saint-Philippe de la Prairie, qui avaient, eux autres, dans des sols très limoneux, puis ils trouvaient que le sol était trop froid en semi-direct au printemps. Et qui ont fabriqué le tasse-réduit Lamoureux. Oui. Puis, bon, je suis allé voir ça, puis j'ai acheté des unités, puis on en a fabriqué un. Puis, en faisant ça, ça permettait de dégager un peu plus le sol, de le réchauffer un peu. Mais le blé, le retour de blé, c'est un sol qui est un peu plus dense, puis un peu plus froid que le retour de soya. Je trouvais qu'il en manquait un petit peu. C'est que il y a un autre Lamoureux, un cousin des premiers, qui lui, qui avait ajouté des peignes de faneur à foin derrière les tasses à résidus pour gratouiller un peu plus la surface. Fait que 2 ans après, je me suis acheté un peigne de vibro, puis j'ai installé ça derrière mes tasses à résidus. Ça a amélioré la chose pas mal. C'était satisfaisant. Puis, à un moment donné, mon vendeur de la coop me demande de faire un essai pour la coop d'un équipement Great Plains, le travail vertical de sol. Là. OK. Comment il s'appelle? Le Turbotil. Oui. Ça fait qu'il me le prêtait pour faire 2 ou 3 hectares avec ça. Je l'ai passé. Et puis j'ai vu que le printemps suivant, dans cette partie-là, la levée était un petit peu plus hâtive. Il y avait eu un meilleur développement que le semi-direct. Mais à la récolte, le rendement était d'une coupe de 200 ou 300 kilos à l'hectare de mieux là-dessus. Mais qu'après avoir sorti mon crayon, ça ne payait pas le coût de la machine qui était à peu près à 25 000 dans ce temps-là, plus les frais d'opération. Mais ça m'a donné l'idée de modifier mon streptil, d'ajouter un disque ou 2 pour 2 disques
pour travailler un peu la bande avant le semis. Faire une espèce de streptile. Là, streptile léger. STL, moi je l'appelle STL, un streptile léger. On a travaillé avec ça, puis on a eu de super bons résultats. Puis, à un moment donné, il y a, je sais pas moi, 5 ou 6 ans, on a décidé de semer sans le streptile. Puis on l'a même comparé avec le streptile, puis il n'y avait pas de différence. Fait que, quand une opération n'est pas rentable, pourquoi l'utiliser? Wow. Mais il y a quand même, je reconnais, il y a quand même des situations où est-ce que le streptile a son rôle à jouer. C'est quand il annonce de la pluie pour le demain soir, puis il en manque encore un petit peu aujourd'hui pour semer, tu passes ça, puis là, tu es capable de semer au moins le lendemain matin, faire la journée de semis avant la pluie. Puis plus on avance dans le temps, plus ces conditions-là disparaissent. Au début du semi-direct, c'est souvent plus froid puis plus humide en semi-direct qu'en conventionnel. Le réchauffement se fait moins rapidement. Mais quand tu avances dans le temps, 8, 10, 12, 15 ans, les choses deviennent de plus en plus faciles. Et puis, on est rendu là. Ça fait 28 ans cette année. Là. On est en semi-direct. Puis, les choses se sont beaucoup simplifiées. J'ai plus besoin de peser sur le semoir. On a tout enlevé la pression sur les unités. C'est à moitié de ce que c'était avant. La raison est simple, c'est que la matière organique a tellement augmenté en surface, là, dans le premier 2 pouces, que le sol est devenu très friable. Il n'y a plus de croûtage. Là. Que les choses vont vraiment bien. Le problème du semi-direct, c'est la transition. Les premières années, puis c'est souvent la 3e année où est-ce que les gars reviennent de bord. C'est toujours comme ça. Il faudrait qu'ils patientent encore une année ou 2. Puis plus le sol est lourd, plus il faudrait qu'ils patientent. Là. Je sais que financièrement, ça peut être difficile. Je comprends très bien ça. Mais aujourd'hui, avec même... Moi, j'ai fait fonctionner le semi-direct sans les plantes de couverture, mais aujourd'hui, ce matin, dans les conférences que j'ai écoutées en web diffusion, ben, Frédéric Thomas le disait bien que les plantes de couverture, commencer par ça avant d'aller au semi-direct, ça serait l'idéal. Puis moi, je prône ça aujourd'hui. Puis regarde, j'ai eu un podcast justement avec Louis Pérusse de SVC Agrologie. Mm-hmm. Puis tu sais, on en a parlé de ça. Puis du semi-direct sans engrais vert, c'est pas viable. Là. Oui, c'est viable, je l'ai prouvé, moi. Je l'ai fait. Ouais, mais il manque parce que tu n'as pas de racines vivantes assez longtemps dans le sol. Tu veux bien augmenter la vie dans le sol, oui, mais tu sais, c'est pas avec du soya où tu as des racines vivantes pendant quasiment 4 mois dans l'année que tu vas réussir à faire de quoi, tu sais. Fait que avec plus d'engrais verts, ça intègre mieux, ça va. Tu sais, ça t'améliore tout, là. T'améliores tout avec les engrais verts. Ben, je veux peut-être mettre un petit bémol à ce que je viens de dire. Dans le temps, j'échangeais encore des superficies avec mon frère, puis on avait j'avais de la luzerne chez nous, là, puis j'allais semer du soya chez lui. Il y avait encore, sans que j'ai des plantes de couverture, on avait quand même une rotation avec blé, puis... Avec des plantes pérennes, là. Oui, des plantes pérennes. On a continué, après la séparation, on a quand même continué à échanger des sols, là. Et là, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Depuis que j'ai des plantes de couverture, je reste chez nous, puis... c'est vrai que ça fait une grosse différence. Parce que c'est comme moi, dans mon cas, je prends l'année que j'ai eue en soya, les rendements étaient vraiment ordinaires. J'étais en semi-direct dans le soya, mais là, c'est rien que d'intégrer plus d'engrais verts autant que possible. Là. On n'a pas tout le temps des automnes, parce qu'on va réussir aussi à l'avoir de pouvoir semer des plantes de couverture. Des plantes de couverture, surtout dans la... Ouais, il y a une gestion là-dedans, on apprend. Moi, je me suis compliqué la vie pas mal. J'ai commencé les plantes de couverture en 2002 ou 2003 avec mon club agro. Non, avec la conseillère. Oui, c'est avec mon club agro. Et puis, on voulait même faire un couvert végétal permanent avec du trèfle. OK. On a essayé des choses compliquées, même du trèfle semé en bande, avec du radis dans l'autre bande où est-ce qu'on irait mettre le maïs. Là, bon, une fois aussi, j'avais semé 2 rangs de seigle et puis je suis revenu avec l'autre semoir pour semer un rang de févrole avec un rang de radis. Parce que j'ai semé un bout de temps en rang jubilé. Là. Je semais un rang sur le radis puis un rang sur la févrole l'année suivante.
Fait que, tu sais, on en a essayé beaucoup. J'ai fait aussi du semis à la volée dans le maïs. Puis, à un moment donné, j'ai voulu avoir des choses simples. Puis, je ne fais plus de blé aujourd'hui. Depuis 2015, on a mis de côté le blé. Il y a 2 raisons. La première, c'est que même si j'avais de très bons rendements en blé, l'économique n'arrivait pas avec le maïs et le soya. Puis, j'avais commencé à faire des légumes de transformation pour Bonduelle. OK. Puis les légumes, ben, ça avérait être pas mal plus intéressant financièrement que le... Bon. Puis les légumes, on les récolte souvent très tôt. Ce qui permet de semer un beau gros couvert multi-espèces qui va venir énormément en fin de saison. Oui. Ouais, mais c'est ça. La culture tôt que tu avais a été remplacée par les légumes. Fait que... Ouais. Parce qu'il y a des... il y a 5 ou 6 ans, dans un champ, j'ai fait des pois suivis de haricots. 2 cultures dans le même champ. Ensuite, on avait semé un seigle plus du fumier. Laisse-moi dire que le maïs qui a suivi ça l'année suivante, là, il était assez champion. Là. Oui. Je me souviens qu'on avait eu 12 tonnes, 3 dans une bande qu'on n'avait pas mis aucun engrais au printemps. C'était juste le précédent couvert végétal avec le fumier. Donc, il avait apporté à peu près 50 unités d'azote. Ça fait 12 tonnes, 3 avec 50 unités d'azote. Ça prend un sol qui est en bon état, là, quand même. Là. Oui. Ben, je prends des producteurs biologiques aujourd'hui, là, qui travaillent avec beaucoup, mettons, de trèfle pour se fournir en azote. Ouais. Il y en a qui réussissent à avoir des très bons rendements, sauf qu'ils ne sont pas en semi-direct, on s'entend, là. Non. Ça ne se fait pas du bio en semi-direct. Ben, ça se fait, mais pas de façon continue. Ouais, à un moment donné, il faut que tu laboures, là. Oui. Il y a un producteur là, de la Rive-Nord là, qui dit qu'il est en semi-direct bio, mais il finit toujours par sortir. Parce qu'il y a les vivaces qui vont prendre le dessus. Là. Puis il faut que tu travailles, les vivaces. Tu ne peux pas juste les supplier de s'en aller, là, ça ne marche pas ça. Et ce matin, c'est Frédéric Thomas qui donnait une conférence, puis il a voyagé beaucoup, Frédéric, et puis la question lui a été posée, puis il y a toujours à un moment donné un travail de sol qui se fait en bio, puis tu recules. À chaque fois que tu travailles ton sol, ben, tu recules d'un pas ou 2. Au niveau des avantages là, de qualité de sol, puis séquestration du carbone, ainsi de suite. Là. Oui. C'est sûr que si tu pouvais mettre, s'il existait un pesticide comme du Roundup, mais en bio, ce serait peut-être plus facile, mais là, c'est pas le cas, là, ça n'existe pas encore. Là. T'as-tu pensé qu'est-ce que ça ferait, ça? Je sais pas ça trop. ferait disparaître le bio du jour au lendemain. Ah ouais? Ben oui, t'aurais plus de raison de t'appeler bio. T'as un herbicide qui contrôle tes mauvaises herbes. Non, mais c'est un herbicide bio. Puis? Je le sais. Là, tu comprends pas ce que je veux dire? Ben... C'est que si le producteur biologique n'a pas d'avantage, n'a pas de différence, là, son produit, il n'a plus de sens. Là. Ouais, je sais bien. On viendrait tout bio. Oui. Bon, qu'est-ce que ferait le prix du bio? Comme actuellement, le prix du bio baisse, là, c'est un peu compliqué. Surtout en France, là, c'est des baisses de production puis des baisses de prix. Là. Plus tu en fais du bio, moins des prix. Là, avec l'augmentation des prix actuels, la pandémie, le coût de la vie qui augmente, ça devient plus difficile pour le consommateur de payer plus cher. Oui. Qu'est-ce que fait le prix? Il s'en va en descendant. Puis quand le prix s'en va en descendant chez les producteurs bio qui ont des rendements un peu plus faibles, la rentabilité baisse. Là. Dans la région d'un de mes amis, dans le sud de la France, là, récemment, il y a 3 producteurs biologiques qui ont abandonné. Là. Ça ne fonctionnait plus. Là. Ça ne me dit pas la qualité du producteur. Ce n'est pas parce que tu es en bio que tu es bon ou que tu n'es pas bon. Là. Ça peut être des circonstances hors du fait que tu es bio, mais c'est difficile. Là, parce que plus les prix augmentent, moins le consommateur est capable de payer. Oui, mais c'est plus important de te nourrir que de manger bio. Là. Oui. Puis actuellement, ce qui est important, c'est la question du carbone, séquestrer du carbone. Pour avoir de la matière organique, premièrement, c'est ta police d'assurance de matière organique et puis la réduction des gaz à effet de serre. Là. Parce qu'en tant qu'agriculteur, là, il me semble qu'on devrait se conscientiser bien plus sur le fait qu'en travaillant nos sols, on envoie du CO2 dans l'atmosphère, puis on travaille contre nous en faisant ça. Il faudrait réaliser que faudrait se mettre à
garder le sol couvert beaucoup plus longtemps, puis même toujours en permanence. Idéalement, c'est en permanence. Là. Mais quand on laisse un sol nu, labouré, écoute, là, je viens de me tirer dans le pied, moi, là. Je contribue aux émissions de CO2. Je comprends qu'il y a des producteurs qui ne savent même pas, cette histoire-là. Là. Ils ne sont pas conscients de ça, mais à un moment donné, il faudrait le réaliser qu'on a un rôle à jouer pour la réduction des gaz à effet de serre et minimiser les effets des changements climatiques. Là. Ouais, mais tu sais, je veux dire, d'un autre côté, c'est pas le Québec qui va dépolluer le monde non plus, puis c'est pas le Québec. Même si on ferait tous les efforts possibles et imaginables. Ah, ben, je parle pas du Québec. Je parle de façon générale. Ouais, de façon générale. C'est sûr que les pays les plus polluants comme la Chine, là, s'ils font rien, on aura beau faire des efforts qu'on voudra. S'il y a une vague de chaleur qui va nous frapper, elle ne nous contournera pas parce qu'on fait attention. Là, non. On n'est pas dans un actuellement, il y a quand même 26% des terres cultivées à travers la planète qui sont en semi-direct. Ah oui, autant que ça? Il y a un bon 75%, 74-75% qui pourrait améliorer cette situation-là en séquestrant du carbone dans le sol. Parce que moi, je regarde ça dans le coin chez nous, là, depuis les années 2000, là, il y a de plus en plus de champs qui sont plus travaillés l'automne. De plus en plus. Ouais. Fait que tu sais, des fois, c'est pas souvent une question d'économie, pas rien parce que la personne tient absolument à séquestrer du carbone dans la terre, là, tu sais. Ouais. Ben, j'ai circulé cet automne vers l'Estrie, là, puis j'en voyais beaucoup de champs qui étaient verts encore, puis il y en a, c'est facile à reconnaître, quand il y a des champs de plantes de couverture, c'est pas juste une plante, là, c'est plusieurs, là, on en voit. Il y a un intérêt pour ça. Puis dans les clubs agro, ça a l'air à prendre pas mal. Le fait de stimuler puis d'inciter l'utilisation des plantes de couverture va éventuellement amener à la réduction du travail de sol. Ça, c'est indéniable. Et puis, dans le PAD, là, le programme d'agriculture durable, là, qui a été annoncé l'année passée, le ministre de l'Agriculture devrait très bientôt le rendre officiel. Et puis, là-dedans, il va y avoir une rétribution environnementale pour les bonnes pratiques que les producteurs ont mis chez eux, vont mettre et ont déjà mis. Donc, moi, je pourrais avoir droit à un certain montant parce que mon sol est couvert en permanence. Là. Et puis, celui qui est en début de pratique environnementale, j'ai inclus les couverts végétaux et la réduction du travail de sol, il va lui aussi avoir une rétribution, un montant forfaitaire à chaque année qui va lui être attribué. Puis, ça devrait être annoncé aussi pour stimuler encore davantage que on ne parlera pas seulement que d'une couverture hivernale là, ou automnale. Là. Ça va être aussi la norme en conservation des sols là, qui est reconnue mondialement. C'est la FAO qui l'a établie. Il faut qu'après, il faut que le sol soit recouvert à 30% par les résidus de culture après le semis. Après le semis. C'est ça qui est la norme en conservation des sols. C'est le minimum. Il ne faut pas que tu travailles trop, me dire, pour obtenir ça, le 30%. Fait que ça va être, pour avoir droit à la rétribution, il va falloir que tu aies ça, le 30%. C'est facile à compter. Tu prends une règle d'une corde de 25 pieds avec un nœud ou 6 pouces. Tu mets ça en diagonale du champ et puis tu comptes le nombre de nœuds qui touchent un résidu. OK. C'est tout aussi facile. Un agronome va venir rapidement dans tes champs faire ça. Tu n'as pas besoin de creuser. Là, tu prends ta corde. On le sait. Et ça, on le faisait au début des années 90. Odette Ménard, avec son groupe, il faisait ça, mesurer, fait des comptages de résidus pour des rogas. Ça vous prend 30%. Parce que moi, en 89, là, quand Paul Sauvé il avait dit « Hey, les gars, vos charrues, enterrez ça en dessous de vos tas de roches. » Et puis, il laissait des résidus à la surface du sol, puis qu'il avait demandé aux agronomes de mesurer. Puis il disait c'est 30% de résidus, c'est le début du commencement. 30% de résidus qui recouvrent le sol après le semis. Fais ce que tu veux avant, on ne regardera pas ça, mais il faut qu'il y ait 30% après avoir semé. Fait que choisis l'équipement que tu veux, mais si tu n'as pas 30%, là, actuellement, avec ce qui arrive en 2022, tu ne devrais pas avoir de rétribution. En tout cas, c'est supposé être ça. Je ne sais pas s'ils vont l'adoucir à recouvrement hivernal, là, ce qui voudrait dire que tu fais ce que tu veux au printemps et ça ne compte plus après le semis. Ça, je ne sais pas. J'espère que ce ne sera pas ça, là, parce qu'on n'aura pas avancé bien.
depuis le temps qu'on parle de conservation des sols. En fait, l'agriculture de conservation des sols, c'est 3 choses. C'est le non-travail du sol, avec un recouvrement en permanence pour des résidus de culture, puis des rotations. Une rotation plus variée, au moins 3 cultures. C'est ça qui est l'agriculture de conservation qui est reconnue mondialement. Puis, tu peux être en non-travail de sol, puis être sur la limite aussi du 30 %. Après le soya, là... il ne reste pas grand-chose, là. Il ne reste pas grand-chose. Si en juin, En fait, en juin, ça se peut qu'il en reste pratiquement plus de résidus, là. En tout cas, plus de feuilles. Les feuilles disparaissent à l'automne, il reste les tiges, là. Il y en a qui s'inquiètent un peu de ça, qu'il y ait pas assez de résidus en juin, mais là, la norme, c'est après semis. Là, tout de suite après, en main, là, pas à fin juin. Moi, j'ai bon espoir que de ce côté-là, ça soit un stimulant, parce que là, tu vas vraiment payer le producteur qui va avoir un résultat. Et non pas, je te donne ceci pour que tu fasses cela, c'est je vais te donner cela quand tu l'auras obtenu. Quand tu auras un résultat. Parce que, on va dire qu'il y en a une méchante gang que ça passera pas, c'est une affaire de même, là. Ben, ils vont faire attention après, puis de savoir, ça va aller vite quand tu as un stimulant de même, là. Hey, quand on t'offre des sous, là, tu viens qu'à voir la subvention sur la machinerie. Moi, j'ai acheté mes offsets avant la subvention, là. Mais quand la subvention a été mise en place, parce que c'était un bon outil pour laisser des résidus, ben, la coop, il y en avait vendu 16 en quelques mois là, après l'annonce de ça. Là. Parce qu'il y avait de l'argent disponible. Mais ça n'a pas pris de temps que les machines ont augmenté de 5 000 $ là aussi. Oui. C'est pas nécessairement toi qui profite de la subvention. C'est l'autre à l'autre bout, là. Ben, subventionner des machineries, ça, c'est une perte de temps, ça. Ça donne rien. T'es mieux de subventionner le résultat à l'autre bout, si le gars l'a fait comme il faut. Tant qu'à moi, là. Ouais. Je sais pas si t'es d'accord avec ça, là, mais... Ben, il encourage à l'achat. Ouais, mais c'est pas le producteur qui en profitait, c'est souvent le demandeur. Oui, ça a tout été de même. Ouais, mais il faut pas que ça soit ça. Ouais, je sais bien. Il faut que ça soit le producteur. Le but, c'était de réduire le travail de sol. Bon, ben, s'il l'a réussi, ben, qu'il le donne à la fin et non pas au début. Parce que là, ici, moi, ma femme a toujours dit aux enfants, je te donne ça, sois gentil. Moi, je lui disais, fais ça, puis si t'es gentil, je vais te le donner. Donc, on peut voir les choses différemment. Là. Parce que, tabarouette, j'ai complètement perdu mon idée, là. Ah, excuse-moi. Ça m'arrive souvent, c'est pas rare dans mon cas. Ben, il s'agit juste d'un flash à un moment donné, puis on perd l'idée. Ça m'arrive moi aussi, inquiète pas là-dessus. Oui, non, c'est bien sûr. C'est bien sûr. Ouais. Tu as commencé avec un planteur à maïs Dirt. Oui. Après ça, tu as upgradé avec un planteur monocème, je pense. Ça se peut-tu? 2 monocèmes. Ouais. Ton premier qui est au 30 pouces. Le deuxième qui est en rang jumelé. Le deuxième était en rang jumelé. Et puis, non, les deux étaient en rang jumelé. J'ai commencé en rang jumelé en 2005, moi. J'ai eu 2 planteurs. Un qui était porté, j'avais acheté avec une boîte à riz. Oui. Il était porté par une boîte à riz. Et puis, à un moment donné, je voulais aller à l'engrais liquide. Fait qu'on a fait disparaître la boîte à riz. Oui. Ça fonctionnait bien, mais je voulais aller au liquide. Fait qu'on a mis les tanks sur le tracteur. Puis, non, avant de mettre ça sur le tracteur, c'est là que j'ai utilisé mon streptil. J'avais mis les tanks sur le streptil, j'appliquais l'engrais, le 32 avec le streptil. OK. Avant de planter. Ouais. Puis, à un moment donné, ben, on a décidé d'aller en engrais liquide total au semis. Fait que j'ai changé le semoir, le planteur pour un 12-24, un 6-12, un 6 rames, en 12 unités pour faire 15 pieds de large avec des tanks en engrais liquide. Et puis, il y a 3 ans, 4 ans, c'est la 3e année qu'on sème avec le Väderstad. Ben, on trouvait que c'était moyennement efficace, là, 15 pieds pour la grandeur qu'on avait. Puis, on a voulu aller à un 30 pieds. J'avais regardé dans du Great Plains, un 30 pieds, ça faisait un 12-24, 24 unités. Ça avait l'air d'être bon au départ comme idée, mais quand le prix est arrivé, ça n'avait plus de sens. Ça prend un joual aussi en avant, là. Pardon? Ça prend un bon joual aussi en avant. Tu commences à avoir des unités pas mal à traîner, là.
Ouais, on aurait peut-être été limité un petit peu. Là, mais moi, je trouve qu'en semi-direct, c'est pas tellement tirant, par contre. Je sais pas toi comment tu trouves ça. Là. C'est moins tirant qu'un conventionnel. Oui, ben, justement, moi, j'ai un planteur Vaderstad. J'ai commencé avec en 2017. 2017 ou 2018. Et puis, je faisais des tests en semi-direct avec, mais moi, c'était destiné pour être piné sur un Maxxum 5120. Pas un gros tracteur, 2 roues motrices. Ouais. Je faisais des tests en arrière du garage, j'étais en semi-direct. Bon, ben OK, ça a l'air à bien aller. Je pense que ça va bien aller. Quand je suis arrivé dans mon premier champ, le champ, c'est un champ que j'avais labouré, j'avais nivelé, décompacté. Fait que quand j'ai donné mon coup d'air, la terre était meuble, mais pas à peu près. Ouais. Là, le tracteur, là, il avait la langue à terre. J'ai trouvé la journée longue en tabarouette. Fait que le lendemain, j'ai piné ça sur le tracteur plus gros que j'avais tout de suite après. C'était un MX 150 HP. Moteur vendu de même, mais il fait 150 PTO. Il est allumé un petit peu. Fait que là, j'ai un gros joual en avant d'un planteur Siren. Là, ça va bien. Il est vraiment à l'aise, le tracteur. On a eu 2 monocèmes, puis justement en 2018, je crois 2018, 9, 20, 21. 4 fois qu'on sème, ouais. En 2018, on a acheté un V12 au 20 pouces. Ouais, un Vaderstad. Vaderstad V12 au 20 pouces. Puis là, ben, il a fallu changer aussi le nez à maïs, mais il était dû, lui, de toute façon. C'est une vieille table qu'on avait. Fait que on a acheté l'assommoir, puis la table à maïs, puis les pneus sur le tracteur qui fait l'arrosage. Mettre ça à 80 pouces au lieu de 60. Fait qu'il y a eu une dépense là aussi. Plus étroit. Puis le total de tout ça, il restait, d'après moi, pas loin de 100 000 de moins que l'achat du Great Plains tout seul. Eh boy, OK. Ouais, ça va pas de sens. Là. Fait que là, on a un semoir porté avec des tanks sur le tracteur. Puis ça va vraiment bien. Le Vaderstad, tu le connais, c'est un bon semoir. Là. Ça fonctionne très bien. C'est le meilleur. Ben, je pense. Je pense, là. On aime bien cette utilisation-là. La calibration est simple. Là, puis, Ben, moi, j'ai pris lui parce que j'étais à l'engrais sec, mais c'était le seul planteur à l'engrais sec à haute vitesse. Parce que tous les autres, Case Inter, ça commençait. Case Inter, je pense qu'il n'en faisait pas encore à ce moment-là. Il y avait une John Day, mais ça commençait à 12 rangs. Puis il n'y avait pas d'engrais sec. Okay. C'était tout du liquide. Ouais. Fait que le Vaderstad, là, c'était à 6 puis 8 rangs à l'époque. Ils ont commencé avec des petits planteurs. Après ça, ils ont upgradé dans le 12 puis dans le 16, là, mais c'était pour moi, c'était la meilleure machine à acheter. Puis en plus, c'est facile à calibrer. C'est un moteur électrique par rang pour les unités de semis et pour l'engrais. Fait que c'est facile à calibrer l'engrais. Fait que quand tu coupes un rang, il coupe l'engrais aussi. Non, c'est vraiment merveilleux, là, ce planteur-là. En plus, c'est un Siren qui est repliable. Fait que mon tracteur, j'ai plus de roue double. Fait que quand je rentre ça dans le garage, je recule ça prend pas de place dans le garage. Ah non, c'est merveilleux. Ben, le V12 repliable aussi, ça n'en prend pas, c'est les tanks du tracteur qui sont les plus larges. Ouais. Parce que le V12, dans le fond, lui, c'est 12 rangs, 20 pouces, fait que repliable, puis il y a à peu près 3 mètres de large quand c'est replié, à peine? Ah, à peine. Oui, à peine. Je sais pas, 3 mètres du pied, ouais, à peu près comme ça. Ouais. Fait que c'est pas tellement large, là. Non, c'est ça, comme je te dis, c'est les. Voyons, j'ai monté mon son, moi. Je vais baisser ça. C'est les réservoirs latéraux qui sont plus larges. Là. Mais c'est encore dans les normes. Je pense que c'est 17 pieds quelques pouces qu'on a le droit de sans écart dans le chemin. Là, on est juste un petit peu en dedans de ça. OK. Ouais, à cause des tanks. Puis, au 20 pouces, t'as-tu vu une augmentation de rendement? C'est tout semblable? Là, tu mets plus de semences. Tu sais, c'est côté coût de production, là, t'as-tu un gain de ce côté-là? Comme je te disais tantôt, moi, je suis parti des rangs jumelés au 20 pouces. Là. On est rendu au 20 pouces. Donc, rang jumelé puis 20 pouces, c'est pareil. OK. Dans les essais, là, c'est pareil. C'est le rang jumelé qui est supérieur de quelques pourcentages supérieurs aux 30 pouces. Là. Puis la tendance, un petit peu partout, est de rapprocher les rangs. Même Marion Calmer, là, qui a popularisé des rangs au 15 pouces aux États-Unis. Mais le 15 pouces, ça fait un espace assez étroit pour faire passer des pneus. Là. Ouais. Fait que lui-même, Marion, il est rendu au 20 pouces là, maintenant.
Puis les gars qui participent au concours de maïs, là, qui se classent bien, souvent sont au 20 pouces. Là. Mais moi, j'avais fait deux, trois fois des tests ici, puis ça a joué de 5 à 13 d'augmentation de rendement. Puis en maïs en silage, le 20 pouces se fait très bien, même que Martin Lavallée, le producteur laitier de Saint-Marc, là, Oui. c'est lui qui venait faire l'ensilage chez mon frère, puis j'avais semé chez mon frère. Et puis, ça avait été le meilleur rendement en maïs en silage de la saison chez mon frère, au 20 pouces. Puis là, Martin est rendu au 20 pouces lui aussi. Il s'est acheté un 24 ans au 20 pouces. Mais il y avait déjà un planteur au 20 pouces, je pense qu'ils faisaient leur soyo avec. Ouais, mais là, il est rendu avec un John Deere au 20 pouces, puis il vient s'acheter un nez à maïs 24 ans au 20 pouces. OK. Ouais, ça va être pesant parce que moi j'ai un 10 ans pour récolter parce que ma batteuse, moi j'ai une 2366. C'est pas une Gertrude comme celle de Paul, là. Mais quand même, ma batteuse, c'est une case, une 2366 qui a 25 ans. Là. On y a mis un 10 ans, donc 20 gearbox là-dessus. Là, c'est quand même du poids. Puis j'aurais pas pris un rang de plus. Là. C'est correct comme ça. Là. C'est au max. Là. Ouais, puis une 66, c'est le même rotor que ma batteuse. Moi, j'ai une 1640. Ben, c'est possible. Je suis pas tellement bon là-dedans, moi, ces affaires de machinerie-là. Là. Je sais que ma batteuse, elle fait une belle job, puis on va la garder. Je pense même qu'elle va faire autant de temps que celle de Paul. Là. Ah ouais? Oh, oui, elle va bien. Nous autres aussi, elle nous coûte pas cher dans l'entretien, là, puis quand on regarde le prix d'une neuve, là. Puis même le gars, Maxime, qui venait faire la vérification annuelle au mois de décembre, là, il nous disait, répare celle-là, là, puis entretient celle-là, plutôt qu'avoir les nouveaux modèles. C'est plus fiable. Et puis, moi, je fais un job cycling là-dedans, là, puis ça s'en va, ça roule bien, puis je vais la toffer. Je ne dépenserai pas. Moi, rendu là, l'autre génération verra ce qu'elle va faire, là, mais moi, rendu là, celle-là, elle me convient très bien pour finir mes dernières années en tant que producteur. Non, c'est bien sûr. Ouais. Tu as-tu donné un nom à ta batteuse? Non. Non? Je ne suis pas fort là-dessus. Non. J'ai pas d'histoire drôle comme celle de Paul pour le nom des machines. Je baptise pas mes machineries. Je l'appelle la 2366. Ah, écoute, Jocelyn, on serait rendu au dernier point, parce que là, oui, je suis rendu avec un plan. Oui. Tu as été consultant pour Secours de vie, je pense, en Ukraine. Ouais. J'aimerais que tu nous parles un peu de l'Ukraine. Bon, Secours des vies, pour ceux qui ne connaissent pas ça, là, ça veut dire Société de développement coopératif. C'est la coopérative fédérée qui est derrière ça. Elle a eu un mandat fédéral d'aller en Ukraine il y a au moins une dizaine d'années pour aider à la production laitière. Parce qu'en Ukraine, dans les petits villages, là, les anciennes fermes de groupe, les kolkhozes, ben, chaque maison, chaque habitant a son jardin. Ils ont pris l'habitude d'avoir leur grand jardin, leurs poules, leurs cochons, leurs vaches, une vache ou deux vaches, des fois 3 vaches. Puis il y avait de la difficulté à écouler leur surplus de lait. Puis le Canada, il y a beaucoup d'Ukrainiens dans l'ouest du Canada. Puis le Canada est allé aider l'Ukraine, surtout en réaction avec les problèmes qu'il y a avec la Russie. C'est une façon pour le Canada d'aller un peu se mêler des affaires là-bas, en disant « je suis présent en Ukraine, on veut les aider, puis notre présence est là, on assure notre présence, et puis on les aide à développer la production laitière. » Ça a été bien utile. Ils ont fait ça dans l'Est, puis aussi dans l'Ouest, là, près de Lviv, là, juste à la frontière de la Pologne. Et puis moi, où est-ce que je suis allé? Ben, je suis allé à Lviv, là, dans l'Ouest, mais je suis allé à Dnipro. Ça s'appelait Dnipropetrovsk dans le temps. C'est à peu près 5 heures en dessous de Kiev, la capitale, qui est pas mal dans l'Est, pas tellement loin avec la frontière russe, là. Et puis cette région-là... Kiev, dans le fond, c'est pas loin du Bélarus, ouais. me semble. Puis, c'est là. Kiev, c'est pas loin de Tchernobyl. Oui, exactement. Mais moi, puis Kiev, j'ai été juste pour débarquer de l'avion. On n'était pas dans cette région-là. On descendait plus bas. C'est quoi donc l'autre place aussi? Dnipropetrovsk et puis... j'ai perdu le nom.
J'aurais dû regarder dans mes notes, là, mais il y avait un autre endroit. Mais je n'allais pas, moi, pour les producteurs laitiers, j'allais pour des coopératives de producteurs de céréales. OK. Qui ont de la difficulté à se regrouper. Parce que tout est compliqué là-bas. Tout est compliqué. Les producteurs, là, ils se méfient tous les uns des autres. Il y a tellement de monde malhonnête, là, ou d'affaires croches là-bas, là, que les enveloppes brunes, ils s'en passent partout. C'est compliqué d'avoir les choses là, correctement. Le passage communiste a été... ça n'a pas été une belle affaire. Ça s'est pas bien fini, là. Tu sais, la Russie, là, c'est quand même le pays où tu as le plus de contrebande. Ben, c'est exactement ça. Ça fait qu'ils ne se font pas confiance les uns les autres. Les fermes là-bas, premièrement, comme je te disais avant l'enregistrement, là-bas, les fermes, les producteurs ne sont pas propriétaires de leurs terres. Ils ne sont que des utilisateurs. Les terres appartiennent au gouvernement. Au démantèlement de l'URSS, ben, chaque village, là, supposons qu'il y avait une centaine de personnes dans le village, puis il y a 1000 hectares, ben, on donnait, au pourcentage, on donnait 4-5 hectares à chacun, le droit de produire. Et puis, ces droits de produire-là, ça peut se transiger. Donc, ça ne va pas empêcher des fermes de grossir. Moi, j'ai visité, la plus petite ferme que j'ai visitée, elle avait 16 hectares. Donc, c'était peut-être 2 ou 3 contrats de location. Et puis, ben, le gars qui cultivait, il avait son droit à lui, mais il avait loué de d'autres. Et puis, il y avait le président à une ferme de 100 000 hectares. Fait que j'ai vu des fermes de 7 000, 10 000, 12 000, 14 000 hectares, là, avec des 7 000 contrats de location. Là. Fait que c'est comme s'il y avait... 1 750 contrats de location. C'est comme s'il y avait du contingent un peu sur toutes les productions? Si on a un droit de produire? C'est un droit de produire, mais c'est pas la même chose. OK. C'est la possibilité de cultiver. OK, tu as le droit de cultiver. Il n'y a pas de limite à la production là-bas. Là. De toute façon, ils ne sont pas très productifs. Il y a une chance qu'ils ne sont pas trop productifs parce qu'ils nous inonderaient assez facilement. Là. Puis là-bas, la limite, c'est la quantité d'eau. C'est des régions de 350 à 450 mm d'eau par année. Puis en plus, ils ont les vieilles habitudes du temps des communistes, là, c'est de passer à répétition les outils de travail de sol pour fermer ce qu'on appelle les petites fissures qui se font, les cracks qui se font. Là. On ferme l'humidité. On passe un vibro, un peigne, n'importe quoi, pour fermer les cracks qui se sont ouvertes. Mais ils ne s'imaginent pas qu'en faisant ça, ils exposent le sol noir au soleil et puis qu'ils perdent leur humidité puis ils perdent leur matière organique. Puis il y en a encore, la matière organique. Il y a du 3,5, 4, là, c'est pas rare, ça, là-bas. Là. Fait qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Il y a encore des vieux Bélarus, on en voit traîner partout. Mais de toute façon, il y a de tout là-bas. Tu peux voir un vieux Bélarus, là, c'est un banc qui sert de siège, une bûche de bois qui sert de siège. Puis à côté, tu as le gros articulé nord-américain, là, avec le beau samoir, puis le gros vibro. Là. Puis, du non-travail de sol, ça existe que très rarement. Puis, j'en ai visité quand même, j'en ai vu. Puis, mais ils se parlent tellement pas qu'un producteur ne savait pas qu'à 7 km de chez lui, il y a un gars de 1200 hectares qui est en semi-direct à 100%. À 7 km, il ne savait même pas. Il ne sort pas? Il ne sort pas. Il ne se parle pas. J'ai été en visiter un aussi que j'avais été parce qu'il faisait du semi-direct. J'ai vu un super beau champ de blé. J'y vais au printemps, puis j'y retourne à l'automne. Puis le champ de blé a été travaillé. Fait que j'ai voulu rejoindre Sergueï. Pourquoi tu as travaillé ça? Ben, il dit qu'il y avait une grande part de cette parcelle-là qui était en location. Ben, c'est sûr qu'ils sont tous en location. Mais le propriétaire des droits de produire, c'est un pro-russe. OK. OK? Puis le semi-direct, pour lui, c'était une technologie nord-américaine, donc c'est l'ennemi. Fait que si tu fais du semi-direct, je te loue plus ma terre. Ah ben, tabarnak, OK. Oui. Fait que ça, j'en chéquais quand il m'a dit ça. Là. T'as de tout là-bas. T'as de tout. Puis j'ai visité une ferme de 12 000 hectares qui est en semi-direct depuis longtemps, des champs super à plomb, super bien. Il y a 1500 vaches là-dedans aussi. Belle machinerie. Il y a du monde qui travaille là comme ça se peut pas.
Puis ces fermes-là, la moitié des employés, ils servent juste à surveiller le matériel. Ils sont engagés pour surveiller le matériel, pour pas se faire voler. OK? Et Calvados, OK? Toutes les fermes sont de même. Parce que les pièces sont tellement rares qu'ils se volent entre eux autres. Parce que c'est ça qu'ils faisaient du temps des communistes. Ils allaient voler la ferme principale pour avoir des pièces pour leurs choses personnelles sur le petit lopin de terre qu'il y avait à eux. Ouais, mais il n'y avait rien, fait que... Ouais, il n'y avait rien. Puis aujourd'hui, il y en a qui n'ont rien. Fait qu'ils ne fertilisent pas beaucoup. Ils n'ont pas d'argent pour mettre l'engrais. Puis pourtant, ils sont producteurs d'engrais. Pardon? Le pire, c'est que l'Ukraine est producteur d'engrais. Ben, ils n'en mettent pas gros, en tout cas. Non, il y a mieux le vendre. Je dis ça, c'est chez les producteurs que j'ai visités, là, qui sont devenus membres de la coopérative. C'était peut-être pas les plus évolués. Il y avait des fermes de 800 000, de 1200 hectares. C'est pas tout petit, hein, mais je sais pas c'est gros, mais là-bas, c'est petit. Ben, j'ai écouté une émission. Peut-être qu'elle est disponible sur YouTube. Il faudrait que je regarde. C'était avec Ewan McGregor, l'acteur britannique, avec un de ses chums de gars. Ils sont partis en moto de Londres, puis ils ont fait le tour du monde. L'émission, ça s'appelle Long Way Round. Ben, c'est une série, là. Puis là-dedans, ils passaient en Ukraine, puis c'est ça qu'ils disaient qu'en Ukraine, là, il y avait un clash, là. Comment est-ce que ça faisait dur, c'était pauvre, tu sais, c'était pas comme les pays où ce qui n'a pas passé avant, là. Tu sais, il y a vraiment un clash en Ukraine, là, où ce que... on dirait qu'ils sont pas au courant qu'il y a eu du monde sur la Lune, là. C'est drabe en tabarnouche dans la campagne. Dans les villages de campagne, c'est drabe, là. Les gens sont tristes. Ils ont l'air tristes. Du premier au dernier. Et puis, la capitale de Kiev, c'est super beau. Les banlieues de Kiev, là, où est-ce que les gens qui travaillent pour le gouvernement sont là, ils ont des bons salaires, puis... ou c'est des gens qui ont profité des autres pour avoir de l'argent, là. Parce que, comme je disais tantôt, des enveloppes brunes, c'est très régulier, là. La traductrice, elle nous avait raconté que son père avait voulu... partir une petite entreprise dans la construction, puis il y avait tellement de monde à payer sur les contrats qu'il ne restait plus rien. Ouais. Il fallait qu'il en laisse un bord puis sur l'autre. Puis là-bas, le coût, depuis les problèmes avec la Russie, la monnaie a été dépréciée beaucoup. Ils payent moi, quand j'y étais la dernière fois, ça fait 3-4 ans, là, ils payaient leur litre d'essence le même prix que nous autres. OK. Mais l'argent était déprécié de 18 fois. Fait que tu vas dans un restaurant, là, 4 étoiles, tu manges super bien, mais tu sors de là, tu as pris du vin, tout, là, ça te coûte 15 à 18 piastres. C'est pas cher, là. Non, parce que là, à ce prix-là, tu n'as même pas un trio McDo, je pense, aujourd'hui. Non. Ben, c'est ça. Mais j'ai rencontré du bon monde quand même, là. Beaucoup de bon monde, beaucoup de personnes bien intentionnées. Mais le climat général, c'est que c'est un peu triste. Puis, au point de vue agricole, tu as de tout là-bas. Cette année, je sais que j'ai échangé avec le fils de mon ami Sergueï, là. Puis, ils ont eu de la pluie suffisamment, fait que les résultats sont bons. Mais à cause de la dispute avec les Russes, ils ont vendu très rapidement leur récolte, fait qu'ils n'ont pas le prix actuel. Et puis, ils ont acheté rapidement aussi leur semis de 2022. OK. Il y a ça qu'ils ont fait, ouais. Fait qu'il y a quand même de l'inquiétude chez les agriculteurs, là. Parce que les autres, là-bas, la mise en marché ne doit pas être organisée comme ici. Avec les coopératives, là, il y en a au moins 3 coopératives qui ont été mises en place, là. C'est bon. Sinon, les fermes sont assez grosses qui s'arrangent eux-mêmes. Oui, c'est grosses fermes. Ils n'ont pas besoin de personne. Tu sais, quand tu as 10 000 hectares, tu n'as pas besoin de passer par un agent. Là, tu le fais toi-même. Fait que l'exportation, ça passe par Odessa, dans le sud, qui n'est pas loin de la Crimée. Fait que là, tous les chemins qui mènent à Odessa, les camions passent par là. Et puis, les chemins sont massacrés parce qu'il n'y a pas de limite. Les gars mettent 40 tonnes par voyage. Là, puis, c'est même rendu des fois qu'ils passent à côté du chemin parce que le chemin est trop magané. Une route qui prend normalement 2 heures, aujourd'hui, c'est 5 heures à cause des trous. Eh boy, OK. Oui, j'ai vu des trous assez... C'est phénoménal là, de voir ça, ces trous-là. Quand tu es rendu, tu vas passer dans le bas de l'accotement, dans le bas du terre-plein, là, parce que la route principale est trop dangereuse. Oh, c'est pas drôle. Eh boy! Ouais, les chemins sont pas... Puis ils n'ont pas d'argent pour l'entretien. Ils en font un peu. Proche de Kiev, c'est très beau.
Là, ils entretiennent bien les chemins, c'est réparé. Mais à partir du moment que tu t'éloignes un peu de Kiev, à 2 heures de Kiev, là, ça a de l'air des champs dynamités. OK. Et des routes dynamitées. Puis quand tu as pris l'avion, as-tu fait une escale, mettons, à Londres avant de te rendre à Kiev? Oui, on fait toujours une escale, c'est jamais direct. Il y a eu Zurich, Paris. Ils vont toujours pour le coût le plus bas. Là. Oui. Donc, moi, je n'ai pas grand-chose à dire là-dedans. C'est GoDaddy qui réservait des billets. Non, mais je veux dire, tu n'as pas fait une escale à Moscou pour te rendre à Kiev. Là. Non, je peux passer par Moscou. OK. Ben, j'ai vu qu'il y a belles villes européennes. Là, quand on arrive aux aéroports, puis je suis allé, c'est quoi la place? C'est Zurich, ça, je pense que j'ai vu. C'est vraiment des belles villes. Là. C'est clean. On change en l'espace de 2 heures. Là, je me dis, tu passes du tiers-monde à la modernité, là, en pas grand temps. Là. Oui. Ouais, là, pour finir avec l'Ukraine, il y a un gros potentiel, mais difficilement réalisable. Moi, c'est mon opinion de ce que j'ai vu. Là. Ouais, c'est pas encore clean cut là-bas. Là. Il y a beaucoup de chemin à faire avant de se rendre comme ici, si on veut. Là. Ouais. Puis les producteurs qui avaient accepté d'avoir des parcelles de démonstration en semi-direct, plan de couverture, qui ont fait ça pendant 3 ans, puis qui voyaient déjà la différence chez eux, ils n'ont même pas continué. Ah, tabarouette. Parce qu'il y a trop de découragement, trop de gens qui découragent à faire ça. Les terres sont-tu drainées là-bas? Ça doit pas être drainé, certains. Non. Non. Non, c'est une belle terre noire, là, puis il y en a épais de ça. Oui, parce que si tu regardes la carte de l'Ukraine, là, on dirait que il y a quasiment 90% là, du territoire qui est cultivable. Là. Ce qui n'est pas comme le Québec, à peine 2% du territoire qui est cultivable. Là. C'est des terres partout. Tu regardes tout le tour, c'est des terres en culture. Avec des brise-vents, des boisés. En fait, c'est des fossés pas entretenus. Là. C'est les arbres qui sont mis là-dedans. Ils n'ont pas été plantés. Là. Ils n'ont pas été plantés. Non, ils n'ont pas planté certains, non. Non. Ça n'a pas été planté. OK. Bon, écoute, Jocelyn, un gros merci pour tout ton temps. Écoute, c'était super intéressant, surtout le bout sur l'Ukraine, là. Trop curieux de ce pays-là. Il m'intrigue, je sais pas, là. C'est intriguant. Tu as raison de dire ça, c'est intriguant. Déjà, les gens, c'est intriguant d'avoir leur façon d'être. Là. Puis, tu as des belles personnes là-dedans, des belles personnalités. Puis, je garde des liens. J'ai plusieurs amis, des amis Facebook qui sont ukrainiens. Si tu vas sur ma page, à un moment donné, tu vas voir dans mes amis, il y en a plusieurs. Il y avait une madame, entre autres, là, Madame Maximov, qui s'occupait d'une ferme de Syngenta de 12 000 hectares. OK. Madame Costaud, là, super gentille. Elle s'appelait Luba Maximov. Luba, ça veut dire mon amour. Fait que je l'appelais mon amour, moi. C'était le fun. C'était le fun avec cette madame-là. Elle s'appelait, son nom de famille, c'était Maximov. Oui, son fils, qui était engagé par le Canada pour s'occuper de la coopération là-bas, là. C'est Maxime Maximov. OK. Ça veut dire d'abord qu'en Ukraine, ils ne conjuguent pas les noms de famille, mais en Russie, oui. Fait que je ne sais pas si tu as remarqué, mais tous les noms de filles en russe, ça finit tout le temps par A. Maria Sharapova, je ne sais pas si Luba, elle finissait par A, là, mais on l'appelait toujours Luba, mais je sais que son fils s'appelle Maxime Maximov, ça je suis certain. OK. Ouais. Ça a été j'ai aimé l'expérience. Je ne sais pas si je retournerai. Pour retourner, j'irais voir la ville de Kiev. Kiev m'a vraiment impressionné. Une belle place touristique. C'est pas loin de la frontière avec la Pologne. C'est vraiment européen. Là. Okay. C'est très beau. C'est un peu médiéval. Là, puis j'ai trouvé ça super. Puis ça coûte pas cher là-bas. C'est une belle destination de vacances. Ça. Ah bon, c'est bien. C'est bon à savoir ça. Ouais. Kiev. On va mettre ça Kiev, dans Lviv, excuse-moi, Lviv. À Lviv? Lviv, qui est à la frontière. J'ai dit Kiev, mais c'est une erreur. C'est Lviv. Ça s'appelle LVIV. OK, ouais, c'est ça. Le Kiev, c'est pas loin de du Bélarus. Ouais. Il y a 1000 kilomètres entre les deux. OK. Bon, c'est beau. Je l'ai ici sur la carte. Là. Lviv. OK, c'est beau. Cracovie. C'est pas loin de Cracovie, c'est ça. Cracovie, qui est la capitale de la Pologne, si je me souviens bien. Oui, Pologne.
Si je me trompe pas. Ah, puis c'est la Biélorussie qui est en haut de l'Ukraine et non le Bélarus. Ouais. Good. Ouais. Ah, ben, c'était le fun, ça. Ben oui. Fait que, un gros merci, Jocelyn, pour tout ton temps. Puis, au plaisir de se rencontrer un jour. Ben oui, on s'est jamais. Je sais pas, es-tu déjà venu chez moi ou non? Oh, on s'est déjà parlé une fois à l'Expo-Champ. Pas à Expo-Champ. Au Salon d'agriculture à Saint-Hyacinthe. On est rentrés en même temps. Puis, tu venais d'acheter ton planteur Vaderstad. Puis, je t'avais dit, moi aussi, j'en ai un. Fait que. Ah ouais, OK. Puis je t'avais déjà suivi une formation, ça fait longtemps de ça, au Madrid Bigfoot. Hey ah ouais? Ah ouais, c'est dans les premières années là, que je pense que tu commençais peut-être à parler du semi-direct. Là, Ouais. Ça fait longtemps, ça. Le Madrid, là, ça commence à dater. Ça rajeunit pas. Ben, ça doit faire 20 ans. Oh, ouais, moi, ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans que... ça va faire 25 ans ce mois-ci qu'Odette Ménard m'a demandé de parler de mes premiers succès en semi-direct. OK. Et puis je voulais pas, moi, aller en avant pour parler, là, c'était pas fait pour moi, ça. Puis elle m'avait tordu le bras pas mal, puis m'avait préparé ma présentation, puis je l'avais faite. Puis après ça, ça avait bien été, puis après ça, j'ai eu beaucoup de demandes. Ils ont organisé aussi des formations en semi-direct. La MAPAC a organisé des formations en semi-direct. Puis, j'allais faire un témoignage. Et puis, je pense que je dois faire ça correctement parce qu'on m'a demandé plusieurs fois. Je dois avoir présenté ça, moi, en 25 ans, pas loin de 10 000 personnes, là, un peu partout. Là. Oh oui. Fait que, beaucoup au Québec, principalement. J'ai été aussi en Ontario, en Ukraine, en France. J'ai été en France 3-4 fois. Ça fait que j'ai raconté ma petite histoire là, plusieurs fois. Puis là, aujourd'hui, c'est au podcast. Fait que... C'est au podcast. Ouais. Puis bientôt, je reçois un petit groupe d'étudiants français. Fait que je vais leur faire ma présentation PowerPoint. Puis ça m'amuse. Puis je pense que ça peut être utile. Ben, j'espère que c'est utile. Yes. Fait que sur ça, tout le monde, je vous dis merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye. Salut tout le monde.